Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast SEO où j'ai l'immense plaisir d'accueillir une des success stories de Bootcamp SEO. Maintenant, oui, d'élève, il est passé à copain et maintenant, je peux le qualifier même de très bon ami. Monsieur, l'unique Nicolas Mercatili. Salut Nico. Bonjour Laurent, merci beaucoup de me recevoir une deuxième fois dans ton podcast. Oui, parce que le temps passe et on se disait justement depuis combien de temps. Ouais, le dernier podcast, c'était l'annonce de l'ouverture de SM Juice. Ça, c'était juste après, on venait juste de lancer, c'était juste après, je crois, c'était en janvier 2018, je crois. Il me semble qu'on a fait un podcast à ce moment-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faut que je le regarde. Mais on avait fait un podcast juste après le lancement de Saint-Just, en fait, ouais, où tu avais présenté justement ce que l'on proposait. Ouais. Donc on va retracer un petit peu justement la. Je pense que ça c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. Ce cheminement, d'où t'es parti, comment tu as calibré ça, et puis de passer de 4 associés à 4 associés plus 30 employés aujourd'hui, et être le meilleur, précision, bon, SM Juice ou Nico, c'est à la Laurent Bourrelli, c'est-à-dire on est le meilleur sans écraser les autres, on construit son truc à soi, et on essaye de prouver sa valeur ajoutée sans nécessairement se comparer. Donc quand je dis SOMG c'est le meilleur, c'est avec le plus profond respect de tous les autres, qui sont d'ailleurs Merci. mes potes aussi. Mais oui, Nico, que d'aventure depuis tout ce temps où la première fois que je t'ai rencontré, bah, tu fabriquais des sites. Mais si, tout à fait. Ouais. J'étais dans la transition, je fais des sites optimisés pour le référencement et je voulais faire plus de consulting SEO. Et j'étais dans cette transition-là. Et puis un jour, en 2016, je reçois un mail de Laurent Bourrelli où tu lançais justement ta formation Bootcamp SEO. Et là, ça a été un petit peu déclic. Je dis, bon, ça peut être l'occasion justement de me raccrocher à une communauté, à une formation, comment dire, à un groupe de personnes parce que tu sais ce que tu valoriser justement dans ta formation. Et puis surtout, avoir une veille dans l'univers du SEO, d'avoir Laurent Bourrelli à côté également en cas de besoin. Et du coup, c'est ce qui m'a déclenché en fait. Là, j'ai dit, allez, je prends la formation de Laurent. Et puis c'est là où, où tout a démarré en fait. Hein. Tout est parti. Ouais. Et tu es toujours à bord, mais c'est clair qu'aujourd'hui, bah, il y a d'autres atouts dans cette fameuse secte. C'est la rumeur qui court que Bootcamp SEO est une secte, mais bon, on parlera de ça plus tard. Euh, L'important, repartons donc ouais, à ce tournant fatidique pour toi qui a été de dire, bon ben voilà, je voudrais devenir référenceur professionnel, construire une carrière là-dedans. C'est ça. Et puis, cette pirouette, où donc, phase numéro 1, Créanico devient beaucoup plus SEO-friendly. Donc ça, c'était ta facette créateur. Tu peux Tout toujours, à fait. d'ailleurs, hein, que ce soit WordPress ou PrestaShop, tu es toujours très ancré dans ces deux univers. Et ça, c'est très bien, c'est toujours ce que je recommande, tu vois, plutôt que juste, OK, je peux vous fabriquer un blog ou un site e-commerce. Non, non, je suis WordPress et Presta. Et puis ensuite, donc un vertical industrie. Et ensuite, métier, OK, transition vers le référencement. Est-ce que tu veux en dire deux mots sur cette partie consulting SEO ou on passe directement à Oui, en fait, SEMJUS? ce que j'ai donc dès le départ, j'ai voulu absolument, même comme n'étant pas développeur, il faut dire à la base, je ne suis pas du tout développeur, j'ai horreur du code, donc je ne veux pas en faire. Donc j'ai voulu me spécialiser sur deux CMS qui étaient WordPress et PrestaShop. Donc rapidement, je suis rentré dans les deux communautés pour avoir un pied dedans et puis pour le réseau aussi. Hein. Et donc je me suis rapidement fait un nom dans ces communautés-là pour le SEO, c'est-à-dire que quand on avait besoin d'un référenceur pour du PrestaShop ou pour du WordPress,
on venait très très souvent me voir. En fait, mon nom était souvent cité. Donc, ça a été un petit peu le départ, être le SEO dans l'univers WordPress et dans l'univers PrestaShop. C'est ce qui m'a permis de bien démarrer, de bien gagner ma vie, etc. Et après, il y a eu la transition où j'ai voulu justement faire plus de SEO, moins de création de site. Aujourd'hui, je ne fais plus de création. On vient toujours me voir pour ça, mais bon, je le file à des potes avec qui je bosse depuis pas mal de temps. Et du coup, c'était aller me diriger vers plus de SEO, vers plus d'audit, d'accompagnement, de stratégie, et puis également de liens. J'ai commencé à découvrir un petit peu les liens vers 2015. 2015-2016, j'ai découvert cet univers-là, les domaines expirés, remonter des petits sites, etc. Et là, ma vision a complètement changé et j'ai complètement délaissé la partie création. À l'époque, il y avait tous les deux, les équipes derrière sont tous des potes, donc je peux citer, avec Rocket Links et Soumettre qui était tout neuf. Mais t'as pas dû... donc ouais, t'as bien compris que l'achat de liens était indispensable pour une stratégie SEO de non-bisounours, c'est-à-dire qui n'adhère pas aux guidelines Google. Mais oui, tu avais quand même une vision qui était singulière par rapport à ce que tu voulais par rapport à l'achat de liens et les offres présentes. Il y avait, tu dis, ouais, bon, l'un fait ceci, l'autre fait cela, machin. Et puis c'est vrai, je te dis, écoute, fais ton truc, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais à fond sur l'optimisation on-site, donc au niveau structure, contenu, etc. Et je plafonnais un petit peu pour ce que je mettais en place pour mes clients. Et un jour, c'est Cladix, c'est Cladix qui, lui, m'a montré l'optimisation off-site. C'est le premier qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Et puis là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai commencé à en proposer de plus en plus à mes clients, mais sous forme vraiment de stratégie mesurée, d'accompagnement. On travaille des mots-clés, une requête, il y a du reporting, il y a vraiment une stratégie autour de la vente de liens et pas simplement je vends du backlink, point barre. Il y avait vraiment le côté stratégie, accompagnement et reporting. Mais tout ça était fait de façon artisanale. J'allais sur Monitorank pour mettre mes mots-clés, surveiller les positions de mes clients. Les liens, je les récoltais, je les mettais dans un tableau Excel pour faire les exports à mes clients. Et je faisais tout ça manuellement et ça prenait de plus en plus de temps. Il y avait des plateformes qui existaient. Rocket Link était là depuis très très longtemps, mais c'était que de la mise en relation pour aller piocher pour récupérer du lien. Soumettre qui faisait lui, qui s'occupait de la partie je vends le lien, on s'occupe de tout, mais par contre il n'y avait pas la partie accompagnement, reporting, etc. Et du coup, il manquait quelque chose parce qu'à l'époque il n'y avait que ces deux plateformes qui existaient. Et c'est là où on a commencé à en discuter tous les deux. J'avais des clients sur lesquels je travaillais ça, on en a discuté tous les deux. Et c'est toi qui m'a dit au bout d'un moment, mais écoute, t'as un process, c'est pas trop mal, vas-y, fonce en fait. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas me lancer tout seul. Donc on est trois associés et il m'a fallu trouver un développeur à la base. Donc c'est Jérémy qui est aujourd'hui en charge du développement chez nous. Il y a également David qui lui gère plus la stratégie de l'entreprise, prendre les bonnes décisions et anticiper tous les murs que moi j'aurais pris tout seul parce que je n'ai pas forcément la vision qu'il a lui. Et à tous les trois, moi la partie métier, David gestion de la boîte et Jérémy la partie développement. Mais tous les trois, on s'est bien trouvé et on a pu lancer Symbjus et partir très rapidement pour avoir une offre qui collait le plus possible à ce que je proposais déjà moi à mes clients auparavant. C'est vrai que j'ai dit 4, vous y étiez 3, mais je comptais madame quand même. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'elle a beaucoup participé aussi au début. Tout à fait. C'est sans le support de nos conjoints, on ne saurait pas grand-chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que, administrativement parlant, je suppose, c'est trois entités, quoi. Donc, sur le papier, on n'est pas, l'idée, et c'était le premier bootcamp IRL, donc ici en Andorre, où le lendemain, j'avais un entretien avec chacun d'entre vous. Là, on a donc d'abord, bootcamp, il y avait ce fameux call où on avait un petit peu travaillé ton branding, où on avait essayé de faire en sorte que tu fasses passer ton message. Mais à l'époque, c'était encore la transition SEO. Tout à fait, exactement. J'étais en pleine transition, justement. La transition, je veux avoir plus étiquette SEO
que Webmaster. J'avais cette étiquette de Webmaster qui me suivait depuis pas mal d'années et j'étais dans la transition, voilà, plus à m'orienter vers le SEO. Regardez comment, une fois que on a un petit peu la foi, une fois qu'on est convaincu, comment ça peut aller très vite. Nico découvre les liens, le netlinking en 2015. 2016, il s'abonne, donc au tout début, à les premiers élèves à Bootcamp SEO. 2017, SEM Juice démarre. Il n'y a pas plus rapide, je veux dire. Faire plus rapidement que ça devient dangereux. Tout s'est bien enchaîné. Puis il y a aussi la partie branding, c'est-à-dire j'ai pu lancer aussi SEMJUS grâce à la notoriété que j'ai réussi à avoir rapidement. J'ai ouvert les bonnes portes. Ben déjà, l'avantage, c'est que j'avais déjà un pied dans l'univers PrestaShop et WordPress. Donc du coup, déjà, j'avais deux communautés qui pouvaient adhérer à un nouveau produit que je lance. J'avais aussi démarché SEMrush à l'époque et SEMrush, donc ils m'ont ouvert les portes. Je fais beaucoup de webinaires pour eux. Je suis ambassadeur de la marque SEMrush, donc ça m'a beaucoup aidé. Chez PrestaShop maintenant, mais c'est moi qui fais chaque année la conférence. Il y a une conférence chaque année au PrestaShop Day à Paris. C'est moi qui l'a fait. Dans tous les WordCamp WordPress, c'est moi qui fais les conférences également sur les SEO. On est deux, Daniel Roch et moi. J'ai réussi à vraiment... Est-ce que je peux dire en exclu que maintenant, tu es même chez Google? Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est tout nouveau. Dans quelques jours, je donne mon premier cycle de formation pour les ateliers Google. En fait, j'ai réussi à rentrer même chez Google. Voilà, dans les CCI, j'ai vraiment réussi à mettre la main un petit peu partout, en fait, à avoir un réseau le plus large possible pour travailler le branding, travailler l'image que je donne, et puis être omniprésent partout, en fait. C'est ça le but. Hein. Et de suite, je vais lever l'objection, parce que quand on dit « Oh non, mais Nico, il parle beaucoup de SEM Juice », et toujours je dis « Donnez-moi une seule raison, une seule, pour laquelle il ne devrait pas parler partout, tout le temps, de SEM Juice ». C'est mon bébé. C'est mon bébé, oui, effectivement. Oui. Avec tout le respect que je vous dois, je suis désolé, mais il n'y a pas une seule raison valable pour laquelle tu vas pas partout parler de ton truc et faire en sorte que ça fonctionne. Ça tient à ça. En off, au début, je te faisais un petit peu la comparaison avec Clubhouse et travailler avec les influenceurs, etc. Personne ne sait qui est derrière Clubhouse et on s'en fout. C'est une autre stratégie. Et je la connais très bien puisque j'ai commencé avec ce genre de stratégie. On les appelait à l'époque des leaders d'opinion. Je parle du début des années 90. En vrai, avant que le web devienne vrai, quoi, devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que je travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Mais rien ne puisse remplacer un leader, une tête de pont qui va au charbon. Bien sûr. Qui prend sa petite mallette là et qui fait le tour. C'est compliqué parce qu'il faut être courageux. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Beaucoup de temps surtout, beaucoup de temps. Mais on oublie la partie courage parce que le super pouvoir de savoir demander, on en parle souvent de ça dans Bootcamp, était un très très bon exemple de ce super pouvoir, qui est de savoir demander et ce que j'appelle le harcèlement élégant. D'accord ? De jamais lâcher. Comment tu arrives dans le podcast de Laurent Borelli, à SEMrush ou chez Google ou c'est qui tu veux, d'accord ? C'est cette persistance, c'est ce que j'appelle le harcèlement élégant, sans être trop lourd, sans juste la bonne dose. Certains peuvent trouver que c'est trop lourd et le pire qui t'arrive, c'est qu'on te dise non. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est pas grave. SEMrush, par exemple, SEMrush, je les rencontre au Black and White SEO à Lyon. Je vais les voir une première fois. Bon, ouais, on échange. Bon, OK. Puis non, pas de retour. Allez, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. La quatrième fois, SEMrush. Bon, allez, Nico, vas-y, go. Tu nous fais un webinaire sur PrestaShop. Et, Google, j'ai commencé à les démarcher il y a 2 ans. C'est énorme, il y a 2 ans. Donc, ça paye 2 ans après. Parce qu'effectivement, ils m'ont fermé les portes. Et là, j'ai réussi à rentrer par une porte différente. Donc voilà, il ne faut pas être pressé, il faut rester courtois, pas être trop lourd. Et puis voilà, puis les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Mais voilà, tout ne s'ouvre pas à la première demande. Il faut savoir être insistant, mais élégamment. Exactement.
Et celles qui restent fermées, ben, c'est pas grave. Il y en a qui disent non, et puis c'est tout. Il faut aussi accepter Ah oui, bien sûr, que j'ai ça ne aucun correspond problème là-dessus, hein, pas. bien sûr. Voilà. Ça, c'est une des clés parce que surtout dans notre milieu, on a cette tendance à être un petit peu trop devant son écran, machin. On aime être dans notre grotte. Et comme je fais souvent des analogies avec la photographie, mais c'est pareil, les photographes sont des horribles communicants. Ils ne savent pas communiquer. Et énormément de référenceurs ont ce problème de ne pas arriver, ne serait-ce que simplement, même en relation client, etc. C'est pas du tout Ah oui, bien ça. sûr, tout à fait. Après, il faut avoir ça en soi, hein. Moi, clairement, je suis plus dans cette démarche commerciale communication que dans la partie technique, hein. Et c'est ce qui me plaît le plus, hein. Moi, là où je m'éclate, c'est quand je vais sur des événements. Et puis voilà, Mm. hein, voilà, j'arrive à faire le tour, à discuter quasiment avec tout le monde. Et puis Ouais. voilà, mais il y a toujours des super choses qui en ressortent. Et puis je fais toujours les before et les after parce que le jour de l'événement, Mm. c'est pas parce que vous venez de 8h à 17h le jour de l'événement, où tout le monde est en salle de conf, où il y a que quelques petits échanges. Voilà, il y a peu de choses qui se passent. Sur les événements, on prend un SEO d'Awadé, par exemple, à Toulouse. Bon, mais là, c'est génial, c'est génial. Et les premiers SEO d'Awadé m'ont apporté beaucoup de choses. Donc, il faut se déplacer, il faut consacrer du temps à ça et jamais se dire, j'y vais pour récupérer quelque chose. Non, non, on y va parce que Mm. déjà, ça nous fait plaisir d'y aller. Mais voilà, quand je fais quelque chose, je le fais jamais en me disant, voilà, je le fais parce que je veux récupérer ça. Voilà, non, il faut jamais être forcément intéressé sur ce que l'on fait. Et puis, j'ai beaucoup donné, hein. J'ai fait beaucoup d'événements, beaucoup de formations. Souvent, quand on vient me voir, je suis jamais réticent à filer un coup de main, à donner des conseils, etc. Comme ça. Ben ça, les gens après le ressentent. Et puis voilà, Ouais. c'est quelque chose. Voilà, il faut donner pour recevoir derrière aussi. Ouais. Mais pas, comme tu l'as bien dit, le problème, c'est que la plupart des gens sont dans la transaction. C'est-à-dire, je donne pour recevoir. Alors que toi, tu sais, tu as compris que tu as la foi. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, forcément à la fin de la journée, enfin à la fin de la journée, Oui. et bien sûr que c'est pas juste une conférence, bien sûr que c'est pas juste un événement, ça c'est la pire des erreurs, c'est tu les as tous faits, tous, et à Non, non, multiples j'ai reprises. fait Ouais. tous les événements qu'il y a eu là, ces dernières Mm. années avant le Covid, bien sûr. J'étais quasiment présent partout. Je faisais 12 événements par mois quasiment. Mm. Il y avait que décembre, il y avait juillet, août et fin décembre, janvier où c'était calme. Après tout le reste de l'année, il y avait toujours des Mm. événements. Et c'est là où on sympathise avec des personnes, où tu chopes des gros clients, des grands comptes, où tu vas récupérer des gros partenaires aussi pour publier chez eux. Et puis voilà, et puis lier aussi des amitiés avec certaines personnes. Et voilà, non, non, c'est vraiment, voilà, moi je recommande toujours, voilà, déplacez-vous, allez sur les événements, il y a beaucoup, beaucoup de choses à en apprendre et à en récupérer. Ouais. Attends, j'essaie de retrouver la date, 2 secondes, tu vas voir. Là, j'ai un truc qui paye d'un événement qui s'est passé il y a longtemps, hein, 2011. Hmm. Ok, ça 10 fait ans. 10 ans. 10 ans. Et là, j'ai. Mais sans aller justement relancer ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un Hmm. contact qui a été créé il y a 10 ans. Mais là on parle de très très gros, je veux dire, parmi les. J'ai pas envie de dévoiler, mais. Et là, c'est en plus deux qui s'enchaînent, ce qui me laisse penser qu'on va en discuter plus tard sur le potentiel du SEO. Mais le fait que d'affilée, deux des plus grosses figures du start-uping en France viennent me voir pour du SEO, alors que ça Hmm. fait 15 ans que c'est des grosses. Là, on parle de gens qui ont multiples culbutes sur des startups. En fait, t'imagines le profil, d'accord? Il n'y en a pas 250 000 comme ça en France. Et ouais, ils n'ont jamais très pris le SEO vraiment au sérieux. Mais là, oui, enfin. Ouais, ben, la conjoncture actuelle, Ouais. peut-être les a réveillés, tout à fait. Ouais, ouais. Après, effectivement, on rencontre des personnes, on voit du monde, on présente ce que l'on fait, ça marque, etc. Moi, je pars toujours du principe, et voilà,
que les personnes, ben oui, ils vont stocker l'information SEMJUS dans leur tête. Et puis peut-être qu'effectivement, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se rappelleront qu'à tel événement, ils ont échangé avec Nicolas, qui faisait ça, etc. Et puis voilà. Et puis du coup, ils vont contacter Nicolas parce qu'ils se sont rappelés de ça. Et puis cette personne-là, qui du coup va venir chez nous, va être content de ce qu'elle a fait, de ce qu'on a fait pour eux. Et du coup, ben, il va en parler aussi autour de lui. Et puis en fait, c'est ça. En fait, c'est l'effet boule de neige d'être présent, et puis les gens, voilà, les gens, ils stockent l'information, mais c'est pas à l'instant T qu'ils vont venir te voir pour ça. Et effectivement, ben, 10 ans, c'est énorme. Comme quoi, voilà, les gens, il y a quelque chose qui avait été marquant pour eux, mais ils avaient stocké ça sans en avoir besoin, puis 11 ans après, ou 10 ans après, ils reviennent derrière avec un besoin, et toujours le souvenir de t'avoir rencontré quelque part. Ouais, ouais. C'est exactement ça. On n'a rien inventé, d'accord? Depuis les années 60, enfin après-guerre, c'est le même système. C'est les fameux Mad Men, les publicitaires de Madison Avenue, Don Draper, qui ont appliqué un système tout simple. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes devant les yeux et dans les oreilles X fois pour que ça s'imprime. Je prends toujours l'exemple des 118, là, les numéros c'est les renseignements, c'est ça? Oui, les renseignements, oui, tout à fait. Oui. Quand ça s'est donc ouvert, il y a eu 12 licences. Et aujourd'hui, il en reste 3. Bon, La Poste et anciennement France Télécom, Orange, ça c'est normal, d'accord? C'est les 2 poutres. Et ensuite, le 118-218 avec les deux mecs, d'accord? Les 2 rigolos. Les autres, ils avaient aussi des trucs très créatifs. Ils avaient aussi... C'est là où... Finalement, c'est la magie du truc qui fait que le succès n'est pas garanti et qu'il y a un système. On sait qu'il faut faire tous les événements, on sait qu'il faut être présent, on sait que tout ça. Mais à la fin de la journée, ceux qui gagnent, c'est quand même, j'ose espérer, les meilleurs. En tout cas, dans cette approche-là. Pas en faisant du marketing au bazooka, c'est-à-dire... c'est vraiment du branding que tu as fait. Tu as essayé de construire avec ta petite mallette. C'est pas juste acheter de la pub partout, etc. Non. C'est tout un ensemble de leviers. On en aurait pour ça serait 24 heures pour vraiment tout décortiquer. Mais c'est cet ensemble de petits éléments et ça va de... On peut même, à la limite, tu vois, je fais une analogie. Beaucoup pensent que le succès du cocon sémantique est dû à son nom, qu'il parle bien, etc. Non, tout ça, on s'en fout. SEMJUS, qu'est-ce que ça veut dire SEMJUS? Ça n'en a rien à faire. C'est pas ça le plus important. Vous concentrez pas sur le nom du produit de la marque. Oui, c'est bien de trouver des trucs qui claquent. Oui, bien sûr qu'un bootcamp SEO, ça claque. Bien sûr que cocon sémantique, ça claque. Bien sûr que SEO Conspiracy. Oui, je suis un génie pour trouver des noms de produits de marques. Non, ça fait juste très très longtemps que, encore une fois, je viens du branding. Puis 1994, que tu brainstormes à trouver des noms, au bout d'un moment quand même, ça devrait venir. Mais je fais pas jackpot à tous les coups et à la limite, peu importe que ce soit appelé X, Y ou Z, quoi. C'est pas ça qui importe. Mais c'est clair qu'il y a des petits éléments. On parlait des fruits tout à l'heure. Et ouais, c'est des petites choses comme ça qui font la différence et où les gens ont accroché sur cette manière de tarifer avec les... Et de représenter ce que l'on fait. Parce que c'est vrai que quand on vend du lien, du SEO, comment l'imager. Et puis après avoir réfléchi pas mal de temps, on s'est dit jus SEO, jus de fruits, et puis fruits en fait, et puis c'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'image que l'on donne avec justement tout ça, les personnes, elles arrivent chez nous, rapidement ils comprennent le fonctionnement, parce qu'on a fait une petite vidéo qui est pas mal aussi d'intro, qui explique bien ça. Et voilà, et ça permet de créer un univers. Et les gens, on voit que vraiment, ils ont vraiment adhéré à l'univers. Nous, on a passé pas mal de temps là-dessus, on l'a fait travailler par une agence. Et clairement, si c'était à refaire, on le referait. Parce que je pense que d'avoir une offre qui est claire comme ça et un univers, de marketer ça, clairement, ça a fait une grosse différence et ça plaît. En fait, les gens, ils arrivent sur notre site, ils disent votre site, il est bien fait, l'image, ce que vous proposez, c'est bien clair. Et ils aiment beaucoup. Et puis ils en rigolent parce que tous les mois, ils viennent nous voir. Ce mois-ci, on revient pour le cocktail de fruits avec la pastèque, l'ananas et l'orange. Donc voilà, ça, voilà, vraiment, je pense que bien packagé et bien marketer son offre est très important aussi pour un produit. Il faut que ça parle, c'est la seule variable ensuite, la créativité, le travail ça paye, mais c'est sûr que de bien packager son offre et de faire en sorte... En fait, il faut que ton message passe et surtout de la valeur ajoutée. Moi, j'avais vraiment insisté là-dessus, sur le côté service. Alors, c'est sûr que
C'est pas juste des algorithmes, mais il y a de l'humain derrière, d'où aujourd'hui, plusieurs dire, enfin, plus de 30, et ça ne fait que grossir et grossir. Mm. Quand on arrive à 30 employés, ça commence à faire massif. Quelque chose que personnellement, j'ai essayé plusieurs fois, 3 fois, et non, d'accord, c'est pas pour Tu me moi. l'avais dit en plus avant, tu me dis attention, hein, Ouais. tu me l'avais dit. Attention à ce que tu veux, mais surtout, j'avais vachement insisté sur cette notion de service, parce que juste aller laisser piocher les gens dans un catalogue, déjà, ça existait déjà. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est la grosse différence. D'autres s'y sont mis après, mais la façon dont tu l'as packagé et tu l'as propagé, distribué, fait que cette valeur ajoutée, maintenant, donc, c'est ouvert depuis combien d'années, SM Juice? Donc nous, donc on a démarré tout début 2017, hein, en mars-avril 2017, on a commencé à- à lancer la machine. Il a fallu tout développer, on a tout fini de développer après l'été 2017. Donc septembre 2017, on avait fait la bêta avec justement les élèves SEMJUS, c'est eux qui avaient fait un mois de bêta chez nous tout le mois de septembre. Et après, on avait eu le SEO Ouais, d'Awadé les à élèves Toulouse. bootcamp. Ouais, Ouais, les élèves. t'as déjà pris de l'avance sur ça. T'as dit les élèves SM Juice. Ah, pardon. Non, non, les élèves bootcamp, non, les élèves bootcamp, oui, non. Non, en fait, on voulait faire une bêta. Et effectivement, le bootcamp, c'était parfait parce que tout le monde avait un petit peu suivi l'aventure. On savait qu'il serait tolérant par rapport à l'ouverture, etc. Et puis non, la bêta s'est très bien passée. On a eu le SEO d'Awadé juste derrière. Et au SEO d'Awadé, on avait annoncé que le lundi qui suivait, on ouvrait donc début octobre. Début octobre 2017, on ouvrait. Donc au début, on n'était que les 3 associés à gérer tout ça. Nos épouses nous ont pas mal également aidés. Et puis on a pu lancer rapidement la chose. Surtout, c'était de l'accompagnement. En fait, il y avait vraiment de l'accompagnement. C'est-à-dire, quelqu'un vient nous voir, c'est clé en main. On s'occupe de faire un audit du profil de lien, on définit les mots-clés, on identifie les pages, on définit la stratégie qu'il faut mettre en place, on monitore tout ça, on a un dashboard complet pour vraiment monitorer tout ce qui est fait sur la plateforme. Et donc, du coup, on a lancé ça comme ça. Puis rapidement, ça a pris. On a employé donc du monde assez rapidement derrière. Et aujourd'hui, on a plus de 30 personnes. Hein. Là, j'embauche encore 5 personnes. J'ai 5 postes encore à pourvoir assez rapidement avant l'été, là, où on a principalement des chargés de compte. Hein. Ce sont des personnes qui sont SEO, mais qui ont une bonne communication, qui sont capables de bien définir le besoin avec le client, de faire le point avec lui, de les accompagner, etc. On a des personnes après en interne qui sont purement stratégie SEO, qui eux vont vraiment optimiser, travailler donc les stratégies SEO. Et on a après les correcteurs qui eux sont là pour justement contrôler que tous les contenus qui sont produits, alors les rédacteurs ne sont pas en interne, on a à peu près 70 rédacteurs qui bossent pour nous au quotidien, ces 70 rédacteurs sont externes, et ces rédacteurs-là, tout ce qu'ils vont faire, c'est contrôlé par nos correcteurs, nos contrôleurs de qualité rédaction. Donc aujourd'hui, j'ai principalement des chargés de compte pour accompagner nos clients, et des correcteurs, et quelques SEO, purement SEO, qui sont là pour les stratégies. Ouais. C'est vachement intéressant comment tu présentes la chose, parce que beaucoup auraient dit j'ai 70 rédacteurs. D'accord? Et j'entends tout le temps ça. Tu as précisé. Tout à fait, oui, souvent, externe. bien sûr. Il y a pas de. Ça fait partie de. Tu vois, des trucs où finalement, de juste dire, être honnête avec soi-même et présenter les choses telles qu'elles sont, Bien sûr. pour jamais te retomber dessus. Comment ça se fait que j'ai survécu dans ce monde, et surtout que je suis des plus soft. Toi, tu es quand même un très très grand gentil géant, mais dans ma com, je suis plutôt clivant, et bien sûr que ça vient avec le territoire, qu'on va te rendre l'appareil, mais jamais on a pu me sortir quelque chose. Pourquoi? Tu vois, un cadavre dans le placard, parce que je les ai tous exposés de toute façon avant qu'on puisse les exposer. Il n'y a rien qu'on puisse aller chercher sur moi qui soit... non, mais ça n'existe pas, quoi. Quelque chose que je ne puisse pas avouer de moi-même. Donc pouvoir quand tu commences à... Parce que... ça me fait un peu tourner dans la tête là par rapport à mon live sur
sur les mauvaises pratiques des agences SEO. Et après, j'ai eu beaucoup de messages qui sont arrivés en privé, des choses qui ne peuvent pas se dire publiquement et que je ne vais pas révéler de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'en racontent beaucoup quand même, en d'autres termes, d'accord. Oui, et justement, et moi, c'est ce que j'ai quand même essayé de faire attention à ça quand je suis arrivé dans ce milieu du SEO, parce que j'étais pas, voilà, j'avais pas, quand je me suis lancé, comment dire, très, très connu, très présent dans le SEO. Je n'étais pas forcément une personnalité dans cet univers-là. J'arrivais avec un outil qui venait, une plateforme qui venait concurrencer d'autres plateformes déjà existantes depuis pas mal de temps. Donc, je suis quand même arrivé sur la pointe des pieds et je ne l'ai pas trop ouvert. En fait, j'ai fait en sorte à pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues non plus. Et puis, à ce que les gens, même par eux-mêmes, découvrent mon produit, qu'ils en parlent par eux. Et parce qu'effectivement, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de personnes qui aiment arriver avec une grande gueule. Et moi, je voulais surtout pas arriver comme ça et subir après des clashs, clairement, parce que dans la communauté SEO, il n'y a pas de pitié. Je veux dire, tu l'ouvres trop, tu dis des conneries et tu n'es pas crédible par rapport à ce que tu annonces. Voilà, ça, directement derrière, tu le ressens. Donc voilà, j'ai voulu quand même faire attention à ça. Et ça s'est assez bien passé d'y aller doucement et puis sans faire de vagues, en fait, hein, et surtout pas c'est pas sans faire de vagues, c'est sans se la raconter, quoi. Tu vois, t'as juste. Bien sûr. Mais moi, je savais, je te l'ai dit, et maintenant tu peux. Je t'ai dit, ok, dès que tu vas sortir ton outil, tu vas step up, c'est-à-dire que ce soit organisateur d'événements, créateur d'outils, etc. Pof, de suite, tu rentres dans une autre catégorie, instantanément. Donc, que tu le veuilles ou non, tu as level up. Et ensuite, de toujours bien préciser que ouais, tu es à ta place, tu sais avouer tes vulnérabilités, comme tout à l'heure, en disant je ne suis pas dev, les gars, moi. Moi, je connais plein de super bons devs et je peux vous les procurer tout ce que vous voulez pour votre budget, votre besoin, etc. Mais non, je n'ai pas besoin d'être dev pour comprendre votre besoin et ensuite faire le boulot, quoi. C'est essentiel. Et ça, je crois que c'est un des... Il y a beaucoup de très, très bons conseils là qu'on donne pour ceux qui veulent sortir un petit peu de leur cocon. Parce qu'il faut quand même aussi, oui, tu vois, en fait, c'est tout l'enjeu est t'es dans ta zone de confort, donc il faut en sortir. C'est un petit peu comme en descente en VTT. Les gens, donc, pour ceux qui ne savent pas, Nico est aussi un des fracassés du VTT qui grimpe en haut de la montagne avec les tire-fesses, enfin pas les tire-fesses, le télésiège. Télésiège et qui descend à fond en bicyclette, ici même en Andorre et ailleurs. Parce que chez toi, c'est un peu plat quand même, Montpellier. Non, tout à fait, ouais. Si, vous avez le Pic Saint-Loup quand même. Ouais, non, le Pic Saint-Loup en vélo, non, mais après, bon, on a quand même le Mont Égual et le Mont Ventoux. Oui, c'est... à 1 heure. Ouais. Mais après, vraiment, on a les Alpes à 3 heures et puis les Pyrénées à 3 heures aussi. Ouais. Non, mais Mont Ventoux, tout ça, c'est plus pour la route. Je ne sais pas s'il y a trop de... Ah, si, c'est pas mal en vélo. Si, c'est pas mal en VTT à descendre. Il y a de la descente. Aussi, ouais. Il faudra que je vienne, parce que j'aime bien le paysage par là-bas. Alors, oui, c'est exactement la même chose. Tout le monde croit qu'on s'élance sur une piste comme des fous furieux sans la connaître. Ça, oui, il y en a qui le font. On en connaît un, hein. C'est Dre Gracia, ça s'appelle riding blind, rouler à l'aveugle. Rouler à l'aveugle à fond la caisse, ça demande des compétences que très peu de pilotes, très peu, au monde, hein, sont capables de faire. Et j'ai l'honneur d'en connaître personnellement, mais bon, quand je vois faire, ouais, c'est impressionnant. Peut-être capable de deviner le relief, le chemin, juste en regardant les arbres, comment ils sont pliés, tac, tac, tac. Ils arrivent à tracer la piste, à savoir ce qui vient après le virage. Alors que toi, tu es là, je veux voir d'abord ce qui est après le virage. Donc oui, ce qu'on fait, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, on fait des tours, d'accord ? On fait des tours, et puis au fur et à mesure, on accélère. Voilà comment... Et puis au bout d'un moment, nous peut-être, pourquoi les pros ? Il leur faut 6 descentes pour connaître chaque caillou, chaque racine, chaque machin. Puis en plus, ça change avec les conditions météo.
où là, nous, il nous en faudrait 10 fois plus, mais peu importe. Et c'est pareil, là, toi, au lieu d'arriver... Aujourd'hui, c'est sûr que c'est la grosse machine, etc., mais il faut toujours savoir d'où on vient, et je sais d'où tu viens. Euh, et tu disais tout à l'heure que c'est inné de communiquer. Non, ça se travaille. Ça se travaille. Prenons l'exemple de notre ami aussi élève bootcamp, Christophe Vidal, Hmm. qui est aujourd'hui aussi chez SEMrush avec toi, qui, son podcast, ça y est, le succès, je veux dire, Ça fonctionne très bien, ça ouais. fonctionne très bien. Et il a fait, bon, tu le connais, le fameux challenge vidéo dans Bootcamp. On va pas dévoiler les secrets de notre secte, mais il y a un exercice très particulier qui permet, en moins de 30 jours, d'être bon, de savoir De se faire le mettre à job. l'aise avec la vidéo. Se Ouais. mettre à l'aise avec la Ouais, vidéo, ouais. ouais. Ce qui n'est pas évident, hein. Ce qui est pas évident. Et j'ai toujours en tête les toutes premières vidéos de Christophe. Je vous jure que quand tu vois aujourd'hui et quand tu as en Ah tête, oui, bien sûr. c'était pas. Ouais, 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 mais c'est sûr que d'être dans un environnement bienveillant et des gens qui t'aident, qui te poussent et qui te tirent vers le haut, surtout, fait que tu vas, qu'une fois que tu es en confiance, c'est pas non plus. Ouais, ça s'apprend. Ça s'apprend de parler. Moi, personnellement, d'où ça vient? À l'université, j'ai fait mes études aux États-Unis. Ça, c'est un des plus gros manques des études supérieures en France. On ne vous apprend pas à communiquer, on ne vous apprend pas à prendre la parole en public, ou pas assez en tout cas. Alors que nous, c'était toutes les semaines, une à plusieurs interventions devant des amphis d'entiers. Je veux dire, bon, ça va, au bout d'un moment, au bout de 4 ans, d'accord, à ce rythme-là, tu n'as plus peur de parler en public. Surtout qu'en plus, l'amphi, il est rempli de tes potes et de tout ça, quoi. Donc, c'est encore plus intimidant. Et moi, j'étais pas du tout fait pour la prise de parole en public. C'est à force de le faire que aujourd'hui. Ouais, mais moi aussi, hein. Moi, pour la petite histoire, lorsque j'étais petit, je bégayais énormément et j'avais des gros blocages sur des mots. Et donc, j'avais vraiment, c'était handicapant pour moi. Et puis, bon, j'ai réussi à passer au-dessus de ça au fil des années. Mais tu m'aurais dit quand j'étais petit que je ferais des conférences devant 300-400 personnes. J'aurais dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme quoi, voilà, on évolue et puis on arrive à s'adapter et puis surtout à le travailler. Je suis obligé, avant une conférence, je suis obligé de faire une bonne nuit parce que si je fais une mauvaise nuit, je vais parler vite, je vais bafouiller et je vais bloquer sur des mots. Donc, c'est un travail sur moi que je fais constamment parce que je dois justement me préparer à chaque événement. Je vais correctement dormir, pas rester trop tard la veille. Voilà. Donc, tout ça, voilà, ça se travaille. Et puis on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées pas par le passé. Ouais. Mais sans parler de bégayer ou quoi que ce soit, même moi, quand j'étais à fond la caisse, que je suis allé jusqu'à faire 3 interventions publiques par semaine, ou 4, bien sûr que la 3e ou la 4e, j'étais cramé. Peu Ouais, importe. bien sûr. Et j'en ai loupé des grosses, des SMX, des SOCAMP, des trucs, parce que j'étais complètement cramé à 3 ou 4 interventions. Tu fais une pouponnière de start-up, et puis après, CC, machin, ou un événement. Puis et c'est parce que oui, ça demande beaucoup d'énergie, il faut donner beaucoup, et que, humainement parlant, mais une des plus belles réussites, je pense, c'est Youssef. D'accord? Oui. Et pour raison X ou Y, la prise de parole en public n'était pas forcément le truc le plus évident qu'on pourrait imaginer quand on rencontre Youssef. Et de faire en sorte que d'aller avoir poussé, lui avoir mis des pieds au cul pour y aller. Et aujourd'hui, il est accro à ça, quoi. Il aimerait être tout le temps sur scène. Il adore. Mais là, on parle vraiment d'un cas où ça partait de très très loin. C'est d'accord ? compliqué pour lui. Ouais. Donc, ça, c'est. Et j'ai toujours ce truc de Clubhouse de tout à l'heure sur Twitter où, bien sûr que tout le monde peut prendre la parole, bien sûr que tout le monde peut donner un avis, bien sûr que tout le monde peut faire une conférence, mais il y a un peu l'humilité de dire bon, peut-être qu'il faudrait que je prenne des conseils, j'apprenne un petit peu et que juste pas se lancer comme ça. Et puis surtout, faites attention auprès de qui vous prenez conseil et qui vous imitez, parce qu'il y a de grandes chances que vous allez, notamment, je pense aux conférences SEO, vous allez imiter de mauvais, pas forcément de mauvaises pratiques. En tout cas, non, je vais pas dire de mauvaises pratiques, parce que ça a changé. Et moi, je suis un peu un vieux con là-dessus, donc je peux pas critiquer
l'évolution des choses. Je peux juste observer, mais c'est clair qu'aujourd'hui, surtout les conférences SEO, ont pris un aspect beaucoup plus commercial qu'à mon époque. C'était absolument impensable de se mettre en avant comme vous le faites aujourd'hui. Donc, je n'ai pas forcément un problème avec ça. C'est juste une observation. Mais dans la manière de... Tu as deux types de conférenciers. Tu as toi qui va être plutôt informatif ou d'autres qui vont à la Paul ou à la moi où c'est plus un spectacle à part entière, tu vois. Donc, tu es autant là pour le fun que pour l'information et on en donne peut-être pas autant ou différemment. Enfin, c'est pareil mais différent, quoi. Il y a deux... Mais oui, effectivement, quand on... Mais même Paul, je crois, il s'est mis un petit peu à faire un peu plus de commerce, de se mettre un peu plus en avant dans les commerces. Il s'est adapté, quoi. Alors que moi, j'ai abandonné tout simplement parce que tu sais la galère que c'est de venir ici. Donc... Bien sûr, bien sûr. Alors que moi, de Montpellier, ça va, que de Montpellier, quand même, je suis rapidement à Paris, Lyon, etc. Il n'y a que quand je vais du côté Bretagne-Normandie où c'est compliqué pour moi. Mais le reste de la France, j'y suis assez rapidement. Ouais, tu te rends compte, moi, c'est toujours quasiment une journée de voyage à tous les coups, quoi, où que j'aille. Ok, parlons un petit peu. Donc, SEM Juice, là, aujourd'hui, ça tourne à fond les manettes. Le marché de l'achat et vente de liens est croissant, florissant. Il y a un des dangers contre lequel je t'avais vraiment gardé le premier jour. Dès ici, là-haut, là, à l'hôtel où on avait écrit l'algo, je dis, fais gaffe, vous allez très vite être en consanguinité. Il faut que tu développes aussi toi-même tes propres plateformes. Ce que tu as fait. Donc, en plus d'aller faire le tour du web et choper des partenaires, tu as aussi travaillé toi en mode quali tes propres sites. Ouais, après je l'ai fait, mais j'ai pas eu le temps pour le faire en fait. Par manque de temps, SEMJus, ça me prend 200% de mon temps. À côté, j'ai d'autres petits projets aussi à côté où j'ai mon thème WordPress par exemple. Je suis éditeur de site aussi, mais c'est pas la priorité. Je fais ma journée. Non, je parle de sites pour SEMJus. Mais pour SEMJus ne possède aucun site en fait. On n'a jamais créé. En fait, on a voulu se baser sur un catalogue de partenaires. Par contre, moi, en tant que perso, effectivement, j'ai monté des sites, etc. Mais SEMJus, au début, on avait hésité à le faire. On se dit bon, est-ce que on investit également dans des sites ou pas? Puis après, on est parti sur la politique où on voulait aucune footprint entre les sites et que quand on achetait 30 liens chez nous, on mettait 30 partenaires différents pour pas qu'il y ait une seule empreinte entre les sites. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on reste sur cette idée-là. On part pas dans le truc de monter nos propres sites. Et du coup, voilà, on est parti sur d'autres projets après. On a fait évoluer d'autres choses. Mais voilà, sur SEMJus, ce ne sont que des sites partenaires indépendants de la plateforme. Laisse-moi rephraser, parce qu'en fait, peu importe que ça t'appartienne ou pas, c'est plutôt le truc de réseau privé versus réseau public. Ou, encore une fois, peu importe si c'est tes sites à toi ou pas, mais tu es capable aussi de travailler en écosystème. S'il fallait, tu pourrais tout à fait trouver un partenaire tu as déjà des partenaires qui sont capables de faire des réseaux privés, parce qu'il y a ça aussi moi, je fais quasiment que ça. D'accord, quand il s'agit en termes de prestations, Laurent Bourrelli, si tu veux, je travaille au niveau netlinking, soit oui, direction SEMJus ou d'autres, mais après, si tu veux que je fasse quelque chose, enfin, c'est pas moi avec mes petits doigts, mais c'est uniquement du réseau privé, parce qu'en fait, tu parlais de cette footprint. Moi, ce qui me conforte dans la vision aujourd'hui, c'est que Google a été obligé d'arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris, et surtout que peu importe s'il y a une transaction, il y a toujours une transaction, d'accord ? C'est pas vrai qu'il suffit de publier du contenu et que les liens viennent. Soit tu vas créer un scénario qui fait que les gens vont vouloir te faire un lien, ou alors tu vas faire une transaction financière, mais il y a toujours, c'est pas juste publier du contenu, il y a toujours un travail de promo à faire autour de ce contenu. Et
Et quelque part, il y a toujours la parole de propagande publique Google, mais la vérité, c'est qu'ils ont vachement lâché la bride. Oui, il y a encore des pénalités qui tombent. Ouais, je pense que c'est plus un manque de ressources en fait. Ils arrivent pas, t'imagines, arrivent pas à tout analyser. Il y a tellement de. Le web est tellement énorme, il faut tellement de ressources pour qu'il arrive à tout checker, tout contrôler, que c'est impossible. Moi, je pars du principe où justement, c'est que si un jour quelqu'un met le doigt sur un site et que là, quelqu'un va creuser dessus, c'est vrai, c'est pas forcément Google le danger. Et on l'a vu ces dernières années. Il y a eu plusieurs fois des dénonciations où des personnes s'étaient basées sur un réseau de sites privés complet. C'est-à-dire que la totalité du netlinking était fait depuis un réseau. Une footprint a été remontée par un concurrent et c'est là où c'était dramatique. Toi, ce que tu fais, tu vas proposer des sites ultra thématisés à tes clients et qui vont venir se noyer dans toutes les autres actions qui sont faites. Donc, c'est top. Nous aussi, on a des clients qui viennent acheter du lien chez nous. Ils nous posent la question pour les PBN. Oui, effectivement, vous pouvez également jouer sur des PBN. Un PBN, c'est un lien que personne n'aura. Donc là, vous avez votre propre réseau, votre galaxie de sites. Vous mettez un lien dessus. Et ce lien-là, personne d'autre ne l'aura. Donc effectivement, c'est bien aussi, c'est un bon signal. Mais ça doit se noyer dans la globalité d'une stratégie off-site, en fait. Et la grosse erreur, c'est ceux qui se sont reposés sur un réseau de sites. Il y en a qui l'ont fait sur des réseaux énormes de plusieurs centaines de sites. Et quand on découvre le poteau rose, ben, mais tout s'écroule parce que là, on peut l'identifier. Mais aujourd'hui, Google, de lui-même, il n'est pas capable de le voir, il n'est pas capable de le détecter. C'est plutôt le référenceur concurrent qui, au bout d'un moment, qui va baisser les bras, il n'arrive pas à faire monter son site devant celui d'un autre. Et c'est là où il peut y avoir des actions où il va l'inspecter celui du concurrent, essayer de détecter, et puis aller faire de la délation sur le forum de Google, comme malheureusement on a pu voir. Donc aujourd'hui, c'est ça le danger, mais c'est vraiment dans une mauvaise gestion d'un PBN et dans des techniques beaucoup trop agressives en fait. Donc c'est vraiment très rare. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais des choses à peu près quali, et c'est pour ça que j'utilise le terme réseau privé, et toi, je n'utilise pas le terme PBN parce que le B de PBN, c'est blog et Bien sûr. private ou public blog network, et je fais pas de blog. J'ai rien contre ceux qui font des blogs, mais perso, je fais pas de blog. Pourquoi? Parce que je trouve que de faire un blog qui ressemble à quelque chose, c'est trop de travail et qu'il y a d'autres manières de s'y prendre, un peu plus créatives, qui permettent d'éviter de faire des blogs. Et surtout quand je vois ces fameux PBN d'agence avec tu vois, le contenu de 200 mots, un seul lien vers le money site et c'est tout, quoi, en gros au milieu. Et puis les articles qui parlent, enfin des espèces de sites qui parlent de tout et de rien, et surtout de rien, quoi. Ouais, non, c'est fait avec tellement peu de finesse que il n'y a pas besoin d'être. Il faut juste pas être un gros goré, quoi, et ça passe crème. Même auprès, si vous vous faites dénoncer, si vous vous faites pénaliser, etc., vous allez voir que ça, c'est pas non plus des chiens chez Google. Si vous montrez l'effort de, ok, ben très bien, j'ai fait une erreur, je nettoie, mais nettoyer pour de vrai, le fichier de désaveu, ça suffit pas. Il faut montrer vraiment un bel effort et après vous pouvez sortir de pénalités très très rapidement. Ça c'est pas un problème, surtout quand on a la main sur les liens. Non, ce que je dis toujours, moi, c'est de rester naturel. En fait, Google a l'habitude de voir un profil de lien. Il faut rester dans les clous. Et ça va être au niveau de la typologie de site, au niveau des encres. Hein. Le plus dangereux aujourd'hui, ce sont les encres qui sont très, très optimisées. Donc, moi, ce que je vais recommander, c'est de rester sur des encres qui sont le plus souvent branding et URL parce qu'on va, à chaque fois qu'on parle d'un site, d'une marque, on fait un lien vers la page d'accueil. Hein. Donc, on essaie d'envoyer une majorité de liens vers l'accueil, mais des liens pas très coûteux qui sont là pour meubler et générer des liens naturels. Et les super gros spots qu'on achète qui sont beaucoup plus coûteux, c'est là où on va se permettre de mettre une encre un petit peu plus agressive, un peu plus travaillée, et ça va venir pousser la page interne. Et du coup, il faut arriver à équilibrer justement entre des liens, entre guillemets, qui sont là pour meubler
et conserver un profil de lien naturel et des liens un petit peu plus puissants, qui sont plus coûteux, qui vont pousser les pages en interne, où on va se permettre d'avoir des encres qui seront un petit peu plus optimisées. Et on évite de répéter plusieurs fois la même encre optimisée, et on va jouer sur des encres un petit peu plus travaillées, ne pas hésiter à intégrer des synonymes aussi, pareil, dans les encres, et pas forcément le mot-clé que l'on cible. Ça fonctionne très bien. Donc tout ça, voilà, c'est la vision qu'il faut avoir, et faire attention aussi au nombre de liens que l'on envoie. Si on a un nouveau site, on évite d'envoyer trop de liens d'un coup. On essaie, voilà, d'adapter le nombre de liens en fonction du profil de lien. Et tout ça, voilà, ça se mesure. Et le but, c'est de rester naturel aux yeux de Google. Google, il a un curseur qui est là. Le problème, c'est que le curseur descend régulièrement. Et si on est trop proche du seuil, ben, on passe au-dessus du curseur et c'est fini. Voilà. Alors, Donc, il faut rester vraiment naturel et essayer de retranscrire ce que Google a l'habitude de voir, tout simplement. ce curseur, c'est pas qu'il monte et descend, c'est en fonction de la zone de l'index, c'est-à-dire en gros les thématiques. Tout à fait, bien sûr. Tu peux être Bien super sûr. agressif sur location de chambre d'hôte en Andorre, s'il n'y a pas de filtre, et là tu peux bourriner et Il y a faire. d'autres thématiques où tu vas dégager rapidement. Ouais. Ou même pas tu vas monter, d'accord? Je te parle même pas de monter et de faire dégager. Si tu es trop agressif, même pas tu vas monter. Ouais, mais on en a vu, nous, qui sont montés en flèche parce qu'ils ont été ultra Ouais. agressifs. Et après, ils sont Ouais. descendus et c'est fini. Après, ils sont plus jamais remontés, hein. Bien sûr. Je prends toujours, tu m'as vu prendre rachat de crédit, tu m'as vu faire la démo dans S Observer avec rachat de crédit ou Avec l'odeur. l'odeur, le Topical Trust Flow, si tu n'as pas la bonne odeur, Mhm. 48 heures. Tu 48 restes heures, pas, ouais. tu tiens. Tu restes pas dedans, hein. Rien à voir avec ton contenu. Là, on parle même pas de qualité des liens, on parle juste de l'odeur du profil de lien, donc le PageRank, le Topical PageRank, ou qu'on peut voir avec le Topical Trust Flow de Majestic. On en est là. Mais là, on parle des requêtes les plus concurrentielles, mais elles commencent. Il y a le machine learning et il va très vite. Et je vois ça depuis le core update qu'ils ont lancé pendant la pandémie, là. Ben, ça fait 1 an, donc, Ouais. où il y avait ce truc de j'ai vu monter en puissance. Ça y est, ils ont compris. Et tu as raison. Il n'y a que 2 choses qui restent du filtre pingouin, c'est les encres opti et la vélocité. Donc ton rythme au niveau netlinking, on est quand même passé, tu te rends compte, d'un rythme agressif qui était de milliers de liens par minute à aujourd'hui. Alors quand on parle de liens, c'est domaine référent, d'accord? On ne parle pas d'un domaine qui fait plein de backlinks. Mais en domaine référent, c'est Et c'est pour ça qu'il faut quelques jouer par semaine, quoi. sur la puissance des sites et que nous, ben, justement, chez Semjust, on a décliné une offre par puissance, hein. Donc, ça va du plus petit, du raisin, kiwi, orange, ananas et la pastèque. Plus le fruit est gros, plus il est cher, plus il envoie du jus. Et en fait, on va jouer sur la typologie des fruits chez nous pour justement ben, adapter les budgets en fonction du nombre de liens aussi, mais en restant toujours dans une logique, hein. C'est-à-dire un site il doit être légitime à recevoir un gros lien, c'est-à-dire tu es tout nouveau, tu ne peux pas demain recevoir 3 gros liens d'un des plus gros médias alors que tu n'es pas légitime à le recevoir. Donc on essaie vraiment toujours de calibrer tout ça, fréquence de liens, ouais, si tu es éligible ou pas à recevoir tel lien, et on va adapter ben, le budget, le nombre de liens en fonction du profil de lien. Et c'est vraiment en fonction du profil de lien, et chaque stratégie est unique. En fait, on va vraiment se calquer au site, parce que des fois, on a des clients qui ont pensé bien faire, ils ont acheté eux-mêmes des liens pour faire le netlinking parce qu'ils ont entendu qu'il fallait acheter des liens. Ils ont mis que de l'encre suroptimisée. Et quand tu vois le camembert sur Majestic, bon, mais c'est la cata en fait. Ouais. Ils ont des encres suroptimisées. Donc là, on va désoptimiser en premier, après on va réoptimiser. Voilà. Chaque site, chaque profil de lien est unique et chaque site ben, va nécessiter une stratégie qui sera adaptée à son profil de lien. Cela dit, pour quand même donner raison à Google, j'ai une petite anecdote rigolote. Donc, ces fameux start-upers, là, je vous parle de gens, des bas emails de 15 millions, d'accord, des trucs, des success stories dans start-up, enfin, start-up devenue entreprise et ensuite rachetée par des boîtes du CAC 40 à multiples reprises, ok? Et Stéphanie, qui a l'habitude des réseaux privés, machin, et qui fait la propale, d'accord, et qui analyse, qui me dit, mais ils ont acheté plein de liens. Je dis, non. Ok. Tu peux obtenir ces fameux liens médias, etc., autrement.
Alors, il faut savoir faire des relations presse, il faut savoir faire, etc. Il faut avoir cela bouger d'une autre manière. Euh, Encore une fois, rien ne vient comme ça naturellement par hasard. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, bien sûr, qu'il y a l'exception qui confirme la règle. Mais dans 99,99% des cas, que ce soit une transaction financière ou un travail autour des relations presse, etc., il y a quand même... ouais. Mais les liens ne sont pas apparus comme ça. Après, ça fait boule de neige, comme tu disais, que ce soit pour l'entreprise ou ensuite en termes de content marketing, pour toi, là, quand on parlait branding, c'est vrai qu'au Ouais. bout d'un moment, la roue, et puis les gens vont venir vers toi. Mais c'est sans comparaison quand tu embauches quelqu'un qui va s'occuper de faire ta promo et qui va contacter les médias, etc., ou si juste tu les attends. Mm. Ouais. Moi aussi, j'ai été sur BFM et compagnie, mais attends, moi, c'était pas la télé, c'était la radio. C'était la radio, ouais. C'était pas la télé. Mais c'est eux qui m'ont contacté. Je suis pas allé. Tandis que toi, t'es passé BFM, t'as quand même fait tout ce qu'il fallait Bien sûr, toute pour la démarche, bien toute sûr. la démarche, tu vois. Moi, j'ai juste attendu qu'ils me contactent. Ok, très bien. Ça peut le faire aussi sur un malentendu. Ça peut marcher. Du Jean-Claude Oui, oui, Duss. ouais, mais bon, ouais. Il faut l'attendre, il Ouais. faut l'attendre, hein, ou le provoquer, voilà. Bon, dis donc, je vois aussi dans ton profil, là, parce qu'on a parlé de SEM Juice, mais c'est quoi ce WP Rank? Parle-nous un peu de... Ouais, qu'est-ce que c'est WP Rank et puis après les autres trucs. Après, Alors, c'est toi. WP Rank, c'est un petit projet coup de cœur. En fait, ça fait longtemps que je bosse sur des sites WordPress. J'avais toujours le même constat. Il y a pas de thème sur le marché qui soit vraiment optimisé pour le SEO et pour WordPress. Et comme on l'a dit, j'édite des sites où je veux que les sites soient quand même assez performants et des thèmes qui soient simples à utiliser et légers, etc. Du coup, ça me tenait un petit peu à cœur et j'ai une Jorel avec qui je bosse, un très bon dev WordPress qui à l'époque m'avait déjà refait la refonte de mon site Créanico en 2014 ou 2015, qui du coup avait un petit peu de temps là, et j'ai dit bah, écoute, je te prends et je te mets sur un thème. Et il m'a développé donc un thème avec un plugin d'obfuscation également qui vient en complément du thème. C'est-à-dire quand tu as le plugin associé au thème, tu as plein de fonctionnalités supplémentaires qui peuvent s'offusquer dans le thème qui nativement ne sont pas possibles en fait. Et du coup, j'ai lancé ce thème-là et ce plugin-là. Et écoute, ça a très très bien fonctionné. Je pense que j'ai répondu principalement au départ à la problématique de toutes les personnes qui monétisent des sites, hein, de l'affiliation ou même de la vente de liens, où là, ben, ils avaient vraiment un thème très léger, rapide à Mhm. configurer et performant. Et du coup, il s'est très très bien vendu. Je l'ai lancé en septembre dernier, en septembre 2020, donc tardivement. Donc bon, au début, voilà, je le répète, c'était pour moi. Je l'ai Mhm. fait pour moi. Il répond à tous mes besoins. Et après, j'ai dit, bon, je le mets en vente. S'il se vend, tant mieux. S'il se vend pas, c'est pas grave. De toute manière, il me le fallait pour moi. Et puis, non, voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, en termes de SEO UX performance, il n'y a pas de thème plus Mhm. performant que celui-ci aujourd'hui sur le marché. Ouais. Ouais, je me fais engueuler régulièrement par Stéphanie parce que je dois mettre à jour PHP pour l'utiliser ton Oui, oui, thème. elle me l'a dit. Elle m'a dit, il faut la Et, migrer. et, c'est. Ouais, elle casse les fichiers HT Access, donc il n'y a que moi qui peux, je ne sais pas pourquoi elle casse les sites dès qu'elle touche sur HT Access, donc c'est ma faute si c'est en retard pour le test du thème. Par contre, PrestaShop, ben, rebelote aussi, tu as aussi quand même... Alors, PrestaShop, je l'avais fait un petit peu avant, donc je l'avais fait avec un développeur, Ah oui, Guillaume c'était Bastier. PrestaShop avant WordPress, c'est Voilà, vrai. donc Ouais, ouais. on l'avait lancé. Pour la petite histoire, le thème PrestaShop, c'était un projet que j'avais avant SEMJust. C'est-à-dire, Mhm. ça fait quelques temps qu'on y pensait, on avait du mal à se trouver de la disponibilité en même temps avec Guillaume. Puis SEMJust est arrivé, donc j'ai dû mettre ce projet-là du thème PrestaShop de côté. Et puis après, j'ai pu retravailler ça après avec Guillaume. Mon avantage, c'est que Guillaume, lui, a géré toute la partie développement. J'y ai fait le cahier des charges du thème que je voulais. Et lui, c'est lui qui a géré toute la Mhm. partie développement. Donc voilà, ça m'a pas trop pris de temps et j'ai pu le calquer en parallèle de SEMJus. Mais ce thème-là m'a été, ben, il y a un an,
y a la société Prestamodule, donc ils sont leaders aujourd'hui sur le marché de la vente de modules sous PrestaShop. Ils voulaient lancer un thème, ils sont venus nous voir également par rapport à celui-ci. Puis écoute, moi, on a été, on a été ouvert à le céder. Et puis voilà, c'est eux qui l'ont repris. Donc nous, avant, avec Guillaume, on n'était que tous les deux, on gérait ça que tous les deux. Donc c'était, on va dire, on faisait comme on pouvait. Là, aujourd'hui, il y a une grosse équipe derrière. Le thème a pas mal évolué. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis assez content de voir l'évolution du thème maintenant au sein de Prestamodule. Donc je suis sorti complètement du truc. Et c'est après où justement, voilà, quand j'ai lâché le thème PrestaShop, que j'ai eu le temps et un peu de disponibilité pour faire ce celui sous WordPress. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui me prennent très peu de temps. Aujourd'hui, c'est Jorel qui me le développe de A à Z, c'est Jorel qui me gère le support. Je veux dire, j'y passe très très peu de temps, donc c'est super, c'est un super produit pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui... what is next? Qu'est-ce qui va venir? Je me calme. Le problème, c'est que j'ai trop d'idées. Il y a toujours plein de choses que je veux faire. Et puis là, je suis en train de, j'ai une phase où je ralentis un petit peu. Je reste focalisé sur ce qui est en place, sur SEMJust. C'est vrai, SEMJust, c'est mon gros bébé, la priorité. C'est vrai, je passe tout mon temps sur SEMJust. Et s'il me reste du temps, après, je peux bosser sur autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai quelques petits soucis de santé qui font que j'ai dû un petit peu lever le pied. Et aujourd'hui, voilà, je reste focalisé sur l'existant. Je me mets des œillères pour ne rien regarder à côté parce que ma femme, elle est horrifiée de me voir tout le temps avec des nouvelles idées. Donc, non, j'essaie de rester focus là-dessus. Et puis voilà, SEMJust, on a un bel avenir. Ça ne fait que progresser. Je m'entoure de bonnes personnes et du coup, je me décharge de plus en plus de toutes les choses que je pouvais gérer moi en interne. Et donc, du coup, ça fonctionne quasiment sans moi maintenant. Donc, ça, c'est un confort et c'est extraordinaire d'avoir réussi à mettre ça en place. Et j'ai pu vraiment sortir de tout le process journalier. Et puis, mon thème se gère très bien avec Jorel aussi. Donc, voilà, aujourd'hui, je peux prendre un peu de recul et m'occuper de moi et de ma santé actuellement. Ouais. Alors, c'est pas juste dire ouais, j'ai des petits problèmes de santé. Non, faut pas avoir peur de dire parce que je sais ce que c'est aussi de frôler la mort, d'accord. Que ce soit moi en m'explosant contre un arbre ou autre, peu importe la raison, que quand on arrive si près de passer de l'autre côté, parce qu'à la fin de la journée, à la fin de toute façon, on va tous se diriger vers ça, mais c'est vrai que ça arrive plus ou moins rapidement. Une fois qu'on frôle ça, ça permet de faire relativiser. Ça change pas mal de choses. Ouais, bien sûr. Et puis aussi de penser que quand ça m'est arrivé, j'étais au cœur de tout. C'est-à-dire, j'étais indispensable à quasiment tout. Ouais. Et c'est là que je me disais, ouh, là, c'est quand même dangereux parce qu'il m'arrive quelque chose demain. Je vais paralyser SEMJust parce qu'il y a des choses où ça va bloquer. Et puis pas mal d'autres choses, en fait. Donc, du coup, ça m'a fait prendre du recul sur pas mal de choses et dire, voilà, maintenant, voilà, je m'organise. Et j'ai pris 2 assistantes. J'ai aujourd'hui 2 assistantes sur SEMJust. Avant, j'avais Laura qui faisait un peu la partie métier et qui m'assistait sur des tâches. Aujourd'hui, j'ai 2 assistantes qui sont là pour mon quotidien, pour SEMJust. Donc, voilà, je me suis vraiment organisé au mieux pour, on n'est pas éternel. J'ai maintenant, j'ai quand même fait une belle embolie pulmonaire où j'ai failli y rester. Donc voilà, je sais que je suis quand même aujourd'hui à risque. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'organiser correctement ma vie pour anticiper tout autre problème si un jour je dois être à nouveau hospitalisé ou pas. Voilà. C'est clair que c'est pour ça aussi que je préviens toujours quand on veut créer des grosses boîtes, etc. Puisque ouais, il y a un coût qui vient avec ça et des responsabilités, etc. Et puis est-ce que la clé, c'est souvent est-ce que ça peut tourner sans moi ou pas, quoi. C'est souvent ça. Et c'est la première chose que les gens vont regarder s'ils veulent racheter ou quoi que ce soit. Bien sûr. Est-ce que ça peut tourner sans le mec? Alors que ça, avant, je ne me rendais pas compte. Ouais. Je me rendais pas compte et j'étais au cœur de tout. Et j'avais du mal aussi à lâcher. C'est dur hein, quand tu as lancé la machine et que tu es aux commandes de tout. C'est dur de se dire, allez, ça maintenant, je ne le regarde pas. Vous gérez, je ne regarde plus. Donc, c'était un petit peu dur au début. Mais maintenant, honnêtement,
tout fonctionne merveilleusement bien. Et puis, ça fonctionne sans Nicolas. Je veux dire, Nicolas peut partir 2 mois. Je reviens, tout tourne en fait. Donc, c'est super, c'est extraordinaire. Donc, voilà, ça a été une longue démarche et du temps, recruter des personnes, déléguer au fur et à mesure. Voilà, mais aujourd'hui, je peux dormir sereinement et me dire que ma boîte n'est pas en péril si un jour je suis absent longtemps parce que j'ai encore un BP de santé. Ouais. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on file, je voulais quand même terminer sur une note très positive qui est que le référencement en général se porte très très bien. Ça semble même devenir la grosse tendance en termes au sein du marketing digital. Bien sûr, ouais. Le futur est ouais, il n'y a pas vraiment de crise pour ceux qui savent bosser. Par contre, il y a quand même une anomalie dans ce marché, enfin dans cette niche spécifique de l'achat-vente de liens. La France est une anomalie dans le monde, avec autant de plateformes, un chiffre d'affaires monstrueux de je ne sais plus combien de millions par mois. Par mois, par mois, d'accord. Quand tu vas à l'étranger, il y a un petit peu, mais pas autant et pas aussi puissant. Tout à fait, ouais. Bien sûr. Et nous, justement, on travaille là-dessus, donc j'ai pas encore communiqué là-dessus, mais on a la plateforme qui est traduite en anglais, en espagnol depuis un petit moment. On a commencé à rentrer des sites, à avoir des personnes en interne pour ça, parce que nous, comme on gère tout de A à Z, la stratégie, la rédaction, la correction, etc., on ne peut pas simplement ouvrir comme ça. Donc, il faut avoir tous les process derrière. Donc, nous, on va débarquer sur les marchés donc espagnols et anglais, et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'en France, on est le pays où il y a le plus de plateformes. Où je pense les Français, on est plus filous que les autres en fait. On aime plus prendre des chemins parallèles que les autres, alors que les autres, bon, ils sont plus. Si on regarde les Anglais, ils sont quand même plus droits, plus sur le contenu, etc. Donc on va tenter l'aventure sur ces marchés-là. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus et on va voir ce que ça donne quand on va ouvrir. Ouais. Cette exception française, ça a été un de mes combats à une époque. Maintenant, j'ai lâché l'affaire, mais c'est clair et net que moi qui suis très très à l'international finalement, quand j'analyse par rapport aux autres. Enfin, je fréquente beaucoup de référenceurs quasiment quotidiennement, surtout en Angleterre, même aux États-Unis aussi. Et Allemagne, grâce à tous ces Search Awards auxquels je participe depuis 2013 ou 2014, je crois, finalement, je vois bien que c'est déjà toute l'Europe, le monde entier, et ça me permet d'avoir cette bonne vision où, d'un côté, je crois qu'on a un peu, et je lève le doigt en disant, je fais partie des gens qui ont été responsables de ne pas assez prendre au sérieux le SEO et surtout pas le facturer à sa véritable valeur, parce que tu t'ajoutes un zéro de plus dès que tu franchis la Manche ou l'Atlantique, c'est pas tout à fait normal quoi, pour la même presta. Mais au départ, j'ai dit les Français, il faut aller à l'international, etc. Et même des fois, je me dis aujourd'hui, alors comme tu dis, ça dépend des process, ça dépend de plein de trucs. Mais il y a des fois des choses qui sont inexcusables. Et dans mon cas, c'est inexcusable d'avoir démarré en français quand tu es absolument bilingue, et que tu maîtrises l'anglais et de faire des trucs d'abord en français et après en anglais, ça n'a pas forcément du sens, quoi. Mais encore une fois, ça dépend des cas. Et pour SEM Just, bien sûr que c'était pas recommandé de partir en anglais direct. Non, tout à fait. Et puis surtout, c'est que moi, j'étais présent déjà dans la communauté francophone. C'était facile pour moi de démarrer comme ça. L'anglais et l'espagnol, on va démarrer dans 2 pays où Nicolas Mercatili ne va rien apporter à ce niveau-là. Donc, on va jouer sur d'autres moyens de visibilité. Mais voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'était facile de se lancer en français. Mais ça va être peut-être plus compliqué de prendre des parts de marché. Ouais, mais regarde, par contre, tes thèmes, tu peux tout à fait les lancer
finalement en anglais sans passer par le lancement en français. Tu vas vendre aussi aux Bien Français. sûr. Tu vois, Mais mon thème se vend, en fait, le site, il est même pas traduit en anglais, il est qu'en français et j'en vends à des gens qui sont à l'étranger. Donc, mais effectivement, après, bon, c'est le manque de temps. Il faut qu'un jour, je vois avec Jorel pour que Jorel me traduise la totalité du site et qu'on le mette en place. Mais voilà, après, voilà, c'est pas ma priorité. Mais effectivement, les Français ont trop souvent la mauvaise habitude de rester focalisés sur la France alors qu'il y a certains produits qui peuvent facilement se vendre à l'étranger et même mieux. Mais voilà. Mais après, il faut arriver à se donner de la visibilité aussi là-bas. Ouais. Ouais, bah, c'est toujours pareil. Voilà, formaliser le message et ensuite faire le travail de promo, etc. Mm. Si tu n'as pas de temps, oui, tu peux passer en mode un petit peu ce que j'appelle marketing au bazooka, en aspergeant un peu à droite à gauche, mais il faut le faire d'une manière ou d'une autre. Hein. Mm. Que ce soit via des ambassadeurs, que ce soit via de la pub, que ce soit via des influenceurs, peu importe comment vous y prenez, mais attendre. Ou alors, oui, on peut. Laurent Borelli, fondamentalement, il a toujours fait ça. Je ne vais pas prospecter, je ne suis pas en mode vente, etc. Mm. Des fois, je rappelle en passant, là, pour l'atelier Gocon, ouais, ok, tiens, c'est ouvert, boum, voilà. Mais c'est pas, je ne m'attraque pas forcément plus que Bien ça. sûr. Et c'est pas c'est surtout pas en me disant, parce que j'entends souvent ça, ouais, mais je vais gonfler les gens à force d'en faire trop, etc. Non, 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 non. Tu pourras jamais saturer les réseaux. Et puis encore une fois, t'es pas là pour plaire à tout le monde. Bien Quand on sûr. accepte ça, et quand on accepte que pourquoi je parlerai pas de mon truc, et deux, j'accepte aussi que ça plaise pas à tout le monde. Mm. Bah, ça libère quand Non, même. ouais, pour ça, j'ai aucun problème là-dessus de mon côté. Voilà. Ça passe pas, ça passe pas. Ouais. C'est tout, c'est pas grave. Next. Ouais. Mm. Et ça, c'est bon, que ce soit un outil SEO, c'est vrai qu'on on a parlé de choses qui peuvent servir à tout entrepreneur finalement. Hein. Je ne sais même pas si je vais le titrer SEO, ce podcast, parce on a donné des conseils qui sont valables pour tout entrepreneur. Non, Mais ouais. bon, comme on est dans notre industrie, restons là-dessus. Mais je crois, oui, que je vais plus axer le titre du podcast sur la partie entrepreneuriat que achat de lien ou autre. Bien sûr. Ouais, non, c'était pas mal. Je pense qu'on a donné de la bonne valeur. C'est à ceux qui ont envie de créer quelque chose en partant de zéro. Et j'espère que ça vous a Ça servira, inspiré et donné quelques petits conseils. Mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre si vous voulez aller plus loin. Parce que c'est ça Voilà. aussi la force de Bootcamp, c'est ensemble on est plus fort, ça c'est clair. Tout à fait. C'est vrai. Hein. Sans oublier les événements qu'on a eu. Ouais, ben les événements, mais arriver à cette que là, tu vois, tu te rends compte de la force du truc, c'est-à-dire si tu dépendais uniquement des événements pour ta promo, tu aurais eu un petit problème là. Bien sûr. Mais parce que tu savais faire des webinars, etc., tu savais maîtriser la caméra, etc., il n'y a plus d'événements, ok, pas de problème, on fait en virtuel, il n'y a pas de souci. Alors que d'autres sont restés scotchés, sont encore scotchés un an après, ou démarrent tout juste à se dire, ok, ça fait un an là quand même, il faudrait peut-être qu'on se bouge pour faire du virtuel. Ouais. Un an à réagir. Le lundi du confinement, je démarrais SEO Conspiracy, moi, le lundi. Voilà, on était à l'annonce, pouf, jour de l'annonce, je démarrais un autre truc, quoi. Bon, allez, faut qu'on y aille, c'est l'heure. Merci beaucoup. Et puis on refait le bilan dans 3 ans. On refait le bilan quand tu veux. Dès que tu as un truc, même avant 3 ans, dès que tu as un truc à présenter, mais c'est vrai que c'était sympa de faire ce petit bilan après 3 ans. Je suis extrêmement fier. Merci, ouais. C'est vraiment t'es un des meilleurs élèves. Non, mais vraiment, c'est vraiment l'élément déclencheur. Ça a été vraiment l'inscription au bootcamp, le call qu'on a fait tous les deux, branding, et puis voilà, et tout est parti de là en fait. N'en dis pas trop, c'est une secte. C'est une secte. Cet élément déclencheur où tu m'as poussé justement à aller chercher du branding, ça n'aurait pas fonctionné en fait. Ouais. Tout est parti de là en fait. Ouais.
Ah, c'est pas non plus. Bon, allez, faut qu'on y aille. Allez, merci Nico, à À plus. bientôt.